1970, Carole et sa famille déménagent en Haute-Saône. À 11 ans, elle y fait la connaissance de Jackie. C'est un véritable coup de cœur. Elle attendra 6 ans avant de démarrer son histoire avec lui. À 20 ans, ils se marient. Christophe voit le jour le 7 mai 1983 et Hélène un an plus tard. La famille déménage pour s'installer dans une grande et belle maison dans l'Ain. Mais derrière ce bonheur apparent, Carole souffre de l'attitude de son époux qui veut contrôler sa vie. En juin 1995, elle prend la décision de partir avec ses 2 enfants et demande le divorce. Tous les 3 vivent 6 mois de vrai bonheur. Carole est enfin heureuse, ses enfants reprennent confiance en eux, l'avenir s'annonce radieux. Mais le 31 décembre 1995, alors que Christophe et Hélène ont passé les vacances de Noël chez leur père, Jackie, armé d'une carabine, les tue dans leur sommeil avant de retourner l'arme contre lui. Cela fait aujourd'hui 20 ans que Carole a perdu ses enfants. Bonjour Carole. Bonjour. Je salue votre force et votre courage d'être parmi nous aujourd'hui. Nous venons de découvrir votre histoire bouleversante en images. J'imagine que c'est dur pour vous de revoir ces images que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Non, non, parce que j'évite de regarder les photos. Je préfère les avoir en mémoire que de regarder parce que c'est trop, voilà. Surtout quand on les voit aussi souriants, ils aimaient tant la vie. Il était beau. Oui. Beau et intelligent, c'est ce que vous allez nous raconter. Complètement, oui. Curieux. Curieux de tout et puis c'était mes enfants. Donc voilà, c'était les plus beaux. C'est normal. On a du mal à mesurer la douleur que peut ressentir une mère face à un drame pareil. Même moi, on m'aurait dit ça avant le drame. J'aurais dit, mais jamais, je pourrais jamais vivre après, quoi. Et puis en fin de compte, une fois qu'on est confronté à ça, on est obligé de... de toute façon, moi, j'ai pris la décision tout de suite. Soit j'arrêtais tout, soit je continuais. Et donc, j'ai décidé de continuer pour eux parce que, justement, ils aimaient tant la vie que j'avais pas le droit, moi, de gâcher la mienne. Maître Gégère, notre avocat pénaliste, est avec nous pour nous apporter son éclairage sur cette affaire tout au long de l'émission. Drame terrible. C'est pas naturel de voir ses enfants partir. Déjà, lorsqu'ils partent pour cause de maladie ou d'accident, c'est déjà très difficile. Mais lorsqu'en plus, c'est un acte volontaire qui a supprimé la vie de 2 petits êtres de 11 et 12 ans, je pense que ne pas sombrer dans la folie relève véritablement de quelque chose de assez fort difficile, oui. Et difficile. Puis surtout qu'ils ont été tués par la personne qui, à la base, était là pour les protéger. Oui. Le fait que cet homme qui leur a donné la vie, comme vous, soit capable de les supprimer dans des conditions en plus qui sont assez compliquées, je veux dire, même à se remémorer, on a toujours du mal, on reste un peu sans voix dans des drames comme cela parce qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le moteur. Quel est le moteur, quel est le fonctionnement, quelle est la réflexion ou l'absence de réflexion qui a pu entraîner un tel drame. Et c'est ça qui rend tout le monde finalement un peu dans l'incompréhension. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avancer après. Oui, complètement. Et c'est bien pour ça qu'il m'a fallu 20 ans avant que je puisse pouvoir en parler librement, quoi. Alors, on va reparler de cette histoire qui vous a uni à votre mari. Vous êtes resté 15 ans marié avec lui. Quel genre de mari était-il? Donc, dès le départ, ça n'a jamais été quelqu'un de très tendre, assez distant. Mais je dirais que c'est surtout son service militaire qui l'a beaucoup changé. Il était dans les parachutistes. Donc un corps d'armée assez difficile. Pourquoi vous étiez tombée amoureuse de lui? Depuis que je suis toute petite. Mais vous dites qu'il était très distant, pas très tendre. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Je sais pas. Ça se discute pas, quoi. J'avais 10 ans, il en avait 11 et dès que je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, pour moi ça devait être lui mon mari. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Puisque je me suis mariée avec lui, j'avais 20 ans. Donc cette expérience du service militaire l'a encore plus endurci. Oui. Il est rentré dans quel état? Très perturbé, je dirais. Donc encore plus distant, très perturbé.
Et quand on a décidé de se marier, il y a une phrase qui aurait dû me mettre un peu la puce à l'oreille, mais bon, quand on est amoureuse, c'est qu'il m'a dit, tu comprends, si je me marie avec toi, c'est pour te récompenser de m'avoir attendu. Jamais il m'a dit qu'il se mariait avec moi parce qu'il m'aimait. Et c'est vrai que moi, voilà, amoureuse de lui, j'étais persuadée que j'arriverais à le changer. Est-ce que la naissance de votre fils, d'abord, c'était l'aîné? Oui, Christophe. Est-ce que ça a changé sa manière d'être? Ça a été encore pire, parce que je pense qu'il me voulait pour lui toute seule. Tout seul, je veux dire. Donc il n'a pas accepté que je... Il ne voulait pas d'enfant? S'il en voulait aussi, mais je pense qu'il en voulait, mais que je sois d'abord une femme et après une mère. Et moi, non. J'ai d'abord été une maman. Avant d'être voilà, ouais. Et puis, femme. Il supportait pas, par exemple, la nuit, dès que Christophe, pourtant il pleurait pas beaucoup, il était vraiment un bébé très gentil. Et c'est pour ça qu'on a eu Hélène tout de suite derrière. Et il supportait pas que je me lève la nuit pour donner le biberon à Christophe. Il était jaloux? Oui, voilà, jaloux de ses enfants, c'est ça. Et avec vous, il était comment? Il me disait toujours que j'étais beaucoup trop grosse, pas assez bien pour lui. J'étais, voilà, pas... Il vous rabaissait? Tout le temps. Et il m'aurait rabaissé qu'en privé, j'aurais pu accepter. Mais il me rabaissait toujours en public. Et c'est ça qui était difficile à supporter. Ça pouvait aller jusqu'à de la violence verbale, on a compris. Voilà, verbale, oui. Mais Physique. il ne m'a jamais frappée, non. Jamais. Non, ça je sais. Il vous est arrivé d'avoir peur? Sur la fin, oui. À la fin, oui. Parce que? Parce que une fois, j'avais déjà pris la décision de partir et on revenait d'un apéritif chez des amis et on a eu un différend, mais alors complètement idiot à cause d'une salade. Et comme j'ai pas voulu l'écouter, là il a levé le poing et j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. Mais comme j'allais partir, j'en avais plus rien à faire de ce qu'il pensait. Donc là, j'ai réagi. Je lui ai dit, vas-y, frappe, mais on ira tous les deux à l'hôpital parce que je ne me laisserai pas faire. Et c'est là qu'il a baissé le poing. Vous aviez décidé longtemps avant de partir? Oui. Ça faisait longtemps que vous mûrissiez votre décision? Oui, parce que j'avais fait une première tentative de divorce et c'était en pleine affaire Roman. Donc tout le monde... se rappelle de l'affaire Roman. Donc l'affaire Roman, c'est ce mythomane qui faisait croire à tout le monde qu'il était médecin alors qu'il ne l'était pas. Et il faut savoir que ce monsieur supprimait toute sa famille et que ce monsieur habitait à Prèves-Saint-Moins, qui était à 5-6 kilomètres de là où nous on vivait. Et Christophe passait devant cette maison tous les matins pour aller au collège. Donc il m'a dit, si tu t'en vas, je serai comme lui, je supporterai pas. Et donc, je ferai la même chose. Oui, et suite après à une discussion vraiment très longue, qui a duré très longtemps, et j'étais pas vraiment prête en fin de compte, j'ai cru à toutes ces promesses. J'ai cru que, plein de choses qu'il m'avait promises. Et il a été vraiment génial pendant 6 mois. Donc il a recommencé à redevenir, au bout de 6 mois, recommencé à redevenir un peu comme avant. Donc je me suis dit que il n'y avait pas de raison que moi je tienne mes promesses non plus. Et là, il est devenu vraiment, mais ça a été le comble, c'est-à-dire plus de clé de boîte aux lettres. Donc je n'avais plus aucun accès au courrier. Toutes les lettres qui m'étaient adressées, il les ouvrait, il les lisait en premier, il me les donnait en second. On avait une seconde voiture, donc il avait enlevé la batterie pour être sûr que je ne puisse pas la prendre. Carte bleue déchirée, plus de chéquier, plus rien. Donc j'étais devenue vraiment prisonnière c'est exactement chez moi. Ce que vous avez dit, c'est ce qu'on fait à quelqu'un qui rentre en détention. C'est-à-dire qu'effectivement, on lui enlève toute sa capacité, tout son libre arbitre, on lit son courrier, on décide si on lui donne ou pas, c'est impressionnant. Et comment vous avez organisé votre évasion alors? Voilà. Vous étiez prisonnière. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fin de compte, là où j'ai vraiment pris la décision, c'est quand ma maman déjà m'a mis la puce à l'oreille en me disant que Christophe menaçait de fuguer. Donc je me suis dit, là voilà, les enfants commencent à en souffrir terriblement.
Et là, j'ai dit non, ce coup-ci, c'est fini. Donc j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, donc d'une cabine téléphonique, parce qu'il était tellement parano que je le devenais moi-même. Et je me suis dit, ça se trouve, il enregistre mes conversations téléphoniques, donc je vais à l'extérieur. Et là, j'ai annoncé à mes parents, j'ai dit, voilà, j'ai pris la décision, je pars, mais cette fois-ci, il n'en saura rien. Il faut que je prépare tout en cachette. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider ? Et ma mère, elle a dit, bien sûr qu'on est prêt à t'aider, il n'y a pas de souci. Et vous êtes partie la nuit pendant qu'il travaillait ? Non, le jour, c'est-à-dire, donc lui partait au travail, il partait de la maison à 6h30. À 7h moins le quart, j'ai levé les enfants, ils étaient au courant, mais je leur avais dit de surtout pas bouger tant que je ne venais pas les chercher. Et ils m'ont aidé à emballer les affaires qu'on avait décidé de prendre. Mon père est arrivé avec mon frère et un camion, donc un petit van, parce que j'avais décidé de tout lui laisser. Parce que je me suis dit, comme ça, il nous laissera tranquille. Si je lui laisse sa maison, sa voiture, ses meubles, il nous fichera la paix. Et ensuite, de là, mon père est parti. Mon père est parti avec le camion. Et avec mon frère, puisque je n'avais pas de voiture, on est parti à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, j'ai dit voilà, je viens vous signaler que je quitte le domicile conjugal. Je pars avec mes 2 enfants, mais j'ai très peur de mon mari. Donc, s'il vous plaît, ne lui communiquez pas ma nouvelle adresse. À vous, je vous la donne, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'enlèvement d'enfants. Vous étiez renseignée avant sur toutes les procédures à entreprendre ? J'écoutais beaucoup d'émissions et j'avais appelé aussi l'association SOS Femmes Battues, qui m'avait c'est vrai que je n'étais pas battue, mais voilà, donc je les avais contactés. Elle a eu raison, j'imagine, de prendre ces précautions ? Oui, elle a eu raison. C'est le seul moyen d'agir sans qu'il ne soit prévenu. Sinon, maintenant, il y a des procédures pour justement les femmes victimes de violences, mais l'homme est prévenu, même s'il est prévenu au dernier moment, il est prévenu. Le fait de simplement aller faire une déclaration dans un service de police ou de gendarmerie, ça permet effectivement d'éviter les fausses alertes d'enlèvement, de séquestration, etc. Donc c'est de toute manière, c'est toujours une bonne chose que de laisser une trace. Puis c'était une manière aussi de vous protéger contre lui ? Oui, parce qu'à ce moment-là, quand je suis partie, j'avais vraiment très très peur. Mais j'avais peur pour ma vie. Comment a-t-il réagi ? Je ne sais pas trop, parce que la première fois où je l'ai revu après, il s'était passé 3 mois. Donc pendant 3 mois, il vous a fichu la paix ? Oui, parce qu'il ne savait pas où j'étais. Et j'ai seulement su après qu'il, justement, il avait été voir les gendarmes, c'est lui qui me l'a dit, qu'il avait été voir les gendarmes, que les gendarmes avaient refusé de lui donner mon adresse et que, comme il s'en était plaint, les gendarmes lui avaient répondu « Mais monsieur, une femme n'a pas peur comme ça pour rien. » Donc. Et vous habitiez où ? À 250 km de là, puisque à l'époque on habitait à côté de Genève, et moi j'étais repartie à Lure, en Haute-Saône, là où j'avais passé mon enfance. Donc vous avez habité un appartement là avec vos enfants ? Oui. Et vous avez trouvé un nouvel équilibre ? Ah oui. Alors là, je dirais que la liberté. Ces 6 mois, je pense que ces 6 mois m'ont énormément aidée pour la suite, parce que voilà, ça a été le bonheur. Mais vous y avez puisé une réserve de bonheur. Ah oui, un bonheur, mais total, 100%. Ça a été Christophe, Hélène et moi, on reprenait goût à la vie, tous les 3. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Oui. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour les enfants ? Alors, comme on était déjà passé en conciliation de divorce, il avait été décidé qu'il avait le droit de les voir un week-end sur 2, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Donc, il m'avait fait savoir qu'il aurait aimé passer Noël avec eux. Donc, moi, disons que voilà, j'ai toujours été animée par ce désir-là. C'est-à-dire, je me disais, t'as raté ton mariage, essaye au moins de réussir ton divorce. Donc, je voulais pas d'animosité, je voulais pas de guerre, rien. Donc, il les voulait pour Noël. J'ai dit OK, et tu me les ramènes pour Nouvel An. Donc, lui avait dit oui aussi. Vous deviez appréhender, vous aussi, ce départ des enfants. Peur, mais et les enfants, ils le vivaient comment ? Bien, parce qu'ils m'ont appelé plusieurs fois dans la semaine. Et ils étaient vraiment heureux, parce qu'ils m'ont dit mais papa s'est jamais occupé de nous comme ça, quoi. Il nous emmène au cinéma, il nous fait des gaufres, il nous a emmenés au ski, vraiment des. Donc je me suis dit
tu t'es fait du souci pour rien, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben donc il m'appelle en me disant écoute Carole, voilà, les routes sont enneigées. Il faut savoir que donc pour passer. Donc là, on est quelle date? On est le 31. Il devait vous les ramener. Enfin le 30, parce qu'il devait me les ramener le 31. On est le 30 et il me dit écoute Carole, les routes sont enneigées. Il faut savoir que de Genève pour venir à Lure, il faut passer par le col de la Faucille. En plein mois de décembre, il est logique que les routes soient pleines de neige. Donc c'est dangereux, je veux pas prendre de risques avec les enfants, j'aimerais les garder un jour de plus. Donc j'ai dit ok, dès que les routes sont meilleures, ramène-les. Et dans la nuit du 31, disons le 1er janvier au matin à 7h, ça sonne à ma porte et puis moi je suis au fond de mon lit, c'est un 1er de l'an. Et je suis persuadée que c'est des voisins qui ont fait un peu trop la fête et qui viennent souhaiter la fête à tout le monde. Voilà, le 1er rang. Donc j'ai pas envie de me lever parce que mes enfants sont pas là et que je pensais passer le réveillon avec eux, donc j'ai pas envie de me lever. Et puis ça insiste tellement, ça tambourine tellement à ma porte qu'en fin de compte, je me dis bon il faut que j'y aille quoi. Et là j'ai mon père en face de moi, quelqu'un que j'ai du mal à reconnaître. Une colère noire dans les yeux que je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je comprends pas. Et là, il m'attrape par les 2 bras et il me dit, Jackie a fait le con. Et je me dis, ils ont eu un accident de voiture, quoi. Et il faut qu'ils mettent des mots pour que je comprenne réellement ce qui se passe. Mais, comme je dis toujours, les mots sont rentrés, mais ils se sont pas imprimés. Bien sûr. Ils se sont imprimés bien plus tard. Et je dis, mais comment ça? Et c'est quand il a tiré sur Hélène que là, je comprends ce qu'il a fait, quoi. Et première réaction, et il me dit, Hélène est morte, et Christophe, mais Christophe, on ne sait pas. Donc, on a pris la voiture, on est reparti là-bas, on a fait 250 km, où pendant 250 km, on ne pense qu'à Christophe, parce que pour l'instant, lui, il est vivant. Donc on pense à celui qui est encore vivant, parce que j'ai pas la force de penser à Hélène, et qu'il faut que je garde mes forces pour Christophe. Donc pendant 250 km, on roule, et on dit pas un mot, parce qu'on peut pas. Et on arrive là-bas, donc on s'arrête à la gendarmerie, parce qu'on sait pas dans quel hôpital ils sont. Les gendarmes m'entendent un petit peu, et ils comprennent très vite que moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir mon fils. Donc ils me font promettre que je reviens après. Et on va voir Christophe. Et là en arrivant, je trouve que les médecins sont quand même... moi je les ai trouvés très maladroits, enfin avec le recul. Parce que première chose, ils me disent, écoutez madame, on est désolé, il n'y a plus rien à faire pour votre fils. Mais lui est encore vivant, il veut vous voir. Et là, je réagis pas parce que je trouve ça tellement énorme. Et mon père, il dit, mais on n'en a rien à foutre de lui. Nous, ce qu'on veut, c'est Christophe. C'est votre mari qui voulait vous voir? Oui. Et donc, bien sûr, pour moi, il est hors de question que j'aille le voir. Ça, c'est hors de question. Et donc, on me permet, donc je vais voir Christophe. Il est encore là, il est tout chaud, il est beau et tout. Donc, je peux lui dire au revoir. Parce que pour moi... c'est clair et net, le cerveau est détruit, donc c'est vrai que son cœur bat, mais il est mort pour moi. Je demande à voir Hélène, et malheureusement, on me dit que Hélène n'est pas là, parce qu'Hélène, elle ne m'appartient plus, alors elle ne m'a jamais appartenu, parce que c'est une enfant à part entière, mais c'est plus ma fille, elle appartient à la justice maintenant. Et là, je pète un câble parce que moi, je veux rien savoir. Moi, ce que je veux, c'est voir ma fille. J'en ai rien. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais j'en ai rien à foutre, moi, qu'elle appartient à la justice. Elle appartient à personne, elle appartient certainement pas à la justice. C'est pas parce qu'il y a des choses à faire sur elle et des examens qu'on vous prive du droit de la voir. C'est ridicule. Tout à fait. Enfin, c'est pas ridicule. Donc, la première fois que je l'ai revue, c'est aux pompes funèbres. Mais pour moi, il était trop tard. J'ai pas pu dire au revoir à ma fille. J'ai dit au revoir à Christophe, mais pas à Hélène. Et ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Et vous n'avez pas pu rester auprès de Christophe? Non, parce que pour moi, je lui avais dit au revoir,
Donc, il fallait que je parte. J'ai fait beaucoup de choses par instinct. Il fallait que j'aille tout de suite chez les gendarmes, dire tout de suite ce que j'avais à dire, parce qu'il fallait que je le dise pendant que je me sentais capable de le dire. Et j'ai rencontré des hommes formidables, très humains, parce que souvent, voilà, hein, les gendarmes, c'est la force publique, on les voit d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je tenais vraiment aujourd'hui aussi à leur rendre hommage, parce que j'ai vraiment eu des hommes compatissants, mais pas mielleux, c'est-à-dire vraiment, ils m'ont proposé souvent de faire des pauses et tout. Et c'est moi qui ne voulais pas, parce que tant que j'étais capable de dire ce que j'avais à dire, il fallait que je le fasse tout de suite. Et c'est en sortant de la gendarmerie que là, j'ai lâché, quoi. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé et j'ai l'impression que j'arrêterai jamais plus de ma vie d'hurler, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est là aussi que j'ai pris une décision, c'est que jamais plus on ne m'obligera à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et c'est là que ça a été difficile, parce que quand vous réfléchissez, vous voyez plus qu'une seule chose, un vide, un grand vide. Il n'y a plus rien. Parce que moi, ma vie était centrée autour de mes enfants. C'était mes enfants. C'était eux qui étaient toute ma vie. J'étais ce qu'on appelle la mère louve, la mère poule, tout ce que vous voulez. J'étais, voilà, une maman, c'est tout. Et donc, j'étais tellement, voilà, le vide, plus rien. Et il faut réapprendre à reconstruire autour du vide. Ça, le plus difficile. Et c'est pour ça, des fois, ça fait rire un petit peu, parce que c'est un peu idiot si on veut, mais Christophe avait une petite chatte qui s'appelait Chatran, et Hélène une petite chienne qui s'appelait Jamaïque. Et ce sont eux qui m'ont aidé à avancer. Parce que je rentrais pas dans un appartement vide, je rentrais parce qu'il faut leur donner à manger, voilà, la petite Chatran. Et puis il faut leur donner à manger, il faut s'occuper d'eux, ils vous rappellent à la vie. Quand j'allais vraiment pas bien et que je craquais sur mon canapé, et ben tout de suite les deux venaient vers moi et ils me cajolaient, quoi. Et ça, c'est, voilà. Vous êtes fait aider? Oui. Psychologiquement? Oui. Au bout de 3 mois, je me sentais pas spécialement dépressive, mais je me suis dit, faut que tu ailles voir quelqu'un avant d'être réellement au fond du trou, parce que ce sera encore plus dur. Et c'est pour ça que je dis, mais il faut trouver la personne qui nous correspond. Et sur Lure, il y avait un très très bon psychiatre qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Il m'a énormément aidée, ouais. Alors, on l'a vu, vos enfants étaient très beaux, très épanouis, curieux de tout. Ils avaient beaucoup d'amis. Tout à fait. Et parmi eux, certains ne les ont jamais oubliés. Et ça m'a fait plaisir, ouais. Notamment Anthony. Oui, Anthony. Vous vous souvenez d'Anthony? C'était un copain de Christophe. Voilà. Et ils étaient toujours à la maison, quoi. Hein, ils venaient goûter à la maison, ils jouaient. Parce qu'on était dans un lotissement, donc il y avait beaucoup d'enfants et moi, ma porte a toujours été ouverte aux enfants. Donc, ils venaient à la maison, ils goûtaient là. Souvent, même ma maman me disait, mais arrête de donner à goûter à tout le quartier. J'ai dit, mais ça fait rien, ça, laisse-les venir. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Eh ben, avant de partir, en 95. Je ne l'ai pas revu après. Avant de quitter votre mari? Oui. Et Anthony avait alors 12 ans lorsque Christophe est parti. Anthony avait tenu à assister aux funérailles. Peut-être ne l'avez-vous pas vu ce jour-là? Il faut être honnête, non. Ce n'avez vu jour-là, personne. si vous voulez, j'étais tellement dedans que j'ai vu qu'il y avait du monde, mais je ne peux absolument pas dire qui était là, qui n'était pas là, parce que je pouvais pas, quoi. C'était pas Bien, possible. Anthony était là et aujourd'hui, il a voulu être là aussi pour vous manifester son soutien et vous dire qu'il n'a jamais oublié Christophe. Ah, ça c'est Je super. l'accueille, Anthony. D'accord. Bonjour. Super. Ça va? Ça va et vous? Ah ouais, super. Vous le reconnaissez? Non. Non, parce que j'ai vraiment souvenir d'un
petit garçon tout blond. Ouais, j'ai bien poussé. Ah oui. Ah oui, toujours à la maison, ça c'était, voilà, j'aimais bien. Anthony, vous devez être très ému Oui. par ce que vous venez d'entendre. J'imagine que vous y avez pensé souvent. Oui, oui. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? Déjà pour revoir Carole. Et puis pour Christophe et Hélène. Parce que pour moi, ils sont toujours là. Ils seront toujours là, quoi. Ça a été mes amis, c'est toujours mes amis. Et je les ai jamais oubliés. Et voilà, pour moi, je les oublierai pas. Quel lien vous unissez à Christophe? C'était mon meilleur ami. Toujours ensemble. Après Vous vous l'école, connaissiez pendant l'école. depuis quel âge? La maternelle. Voilà. La toute petite maternelle, dans la même école, dans le même village, voilà. À l'école, en dehors de l'école, tout le temps ensemble. Vous étiez le dernier finalement à avoir joué avec eux le Oui. jour du drame même. Exact, avec ma sœur, qui elle avait le lien avec Hélène. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on était si fusionnels. Moi j'étais avec Christophe, ma sœur avec Hélène, voilà. Comment vous avez appris le drame? Comment vous avez réagi? Très mal, très très mal. Je me demande encore comment j'ai réussi à faire avec, mais très très mal. Voilà. Je me suis enfermé sur moi-même, échec scolaire, à ne plus pouvoir dormir tout seul dans la chambre. À chaque fois que j'avais un problème, déjà que je suis quelqu'un de très anxieux, voilà, on me disait mais qu'est-ce qui t'arrive? Je pouvais pas en parler. J'avais beaucoup de mal à en parler. Voilà, je disais... Même à vos parents? Ouais, même à mes parents, ouais. Même à mes parents. Je n'arrivais pas à me confier, voilà. Je sais pas comment, j'étais la dernière personne pour moi à les avoir vus, que c'était pas possible. C'était un sketch qu'on me faisait. Et puis, je connaissais très bien son papa aussi, sa maman, je faisais des choses avec eux. Quand on côtoie les gens tous les jours, on peut pas se dire qu'ils peuvent faire ça. Vous semblez encore très habité aujourd'hui par Ouais, moi, cette je pense que j'ai pas réussi douleur. à faire le deuil. Ouais, ça se voit. Voilà. Ça a été lourd à porter, Surtout ce à cet drame. âge-là, ouais. Mais encore aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que... C'est un morceau de son enfance qui est parti. Ouais, voilà, et puis C'est le toute 31 son décembre, innocence. Voilà. c'est une date qu'on n'oublie pas, et puis... C'est Carole. ça qui est difficile, c'est que on se dit qu'en fin de compte, il y a beaucoup de victimes. Bien sûr. Il y a Christophe et Hélène, les premières victimes, mais toutes les victimes qu'il y a eu à côté aussi. Et j'avoue que c'est que maintenant que je m'en rends compte. Je pensais pas que tous ces enfants avaient été aussi marqués par leur disparition. Je pensais que, oui, ils y pensaient, mais que ce serait, qu'avec le temps, ça se passerait, quoi. Mais c'est vrai que Hélène et Christophe étaient tellement proches d'Anthony, et puis de ta sœur, et puis après à Lure, ils ont fait pareil, des amis, parce que j'avais des enfants avenants, souriants, et qui allaient au-devant des autres, quoi. Alors, vous parlez de victimes collatérales. Il y en a une autre qui est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Fabien, qui est dans le public, qui lui aussi a connu Christophe et Hélène. Pourquoi vous mettez loin? Mettez-vous tout près. Alors, Fabien, vous étiez l'amoureux d'Hélène. Ouais. Qu'est-ce qui vous avait séduit chez cette petite fille? Je crois que le souvenir qui me marque le plus chez elle, c'est ses cheveux. C'est peut-être bête, hein, mais c'est ses cheveux, un blond tout clair, tout... Voilà, c'est vrai que ça m'a marqué. Et voilà, toujours souriante, toujours très gentille, toujours là pour les autres. Quelqu'un d'adorable, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Comment vous avez appris le drame? Mes parents. Surtout, ça devait être ma maman à l'époque qui m'a annoncé ça. Et je pense comme Anthony, on n'y croit pas au début. On ne veut pas y croire. Et bon,
quand on commence à nous le répéter 1, 2, 3 fois, on se dit oui, effectivement, c'est vrai. Et là, c'est le château de cartes qui tombe, quoi. On est... Bon, à cet âge-là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même réaction que quand on est adulte. On se pose beaucoup de questions. Et les réponses, on les a uniquement en grandissant, quoi. Uniquement? En grandissant. En Et prenant encore de l'âge. Et encore. Oui, c'est incompréhensible de toute façon. Donc, Pourquoi? Même moi, j'ai pas la réponse. Mais il n'y en a qu'une de questions, et en fait, tout ça tourne toujours autour de ça. C'est-à-dire que le pourquoi, et ça heurte, enfin, ça dépasse notre entendement, ça dépasse nos capacités de compréhension, parce que quand on raisonne et qu'on essaye de réfléchir en se disant qu'est-ce qui pourrait faire que moi, je pourrais faire ça, on ne trouve aucune réponse, il n'y a rien qui peut faire ça. Non. Et c'est toute la difficulté de comprendre un geste totalement irrationnel, irraisonné, tout ce qu'on veut. Et pour eux, enfin quand je dis pour eux, c'est-à-dire les enfants du même âge à l'époque, c'est vraiment un morceau de leur enfance qui s'en va. On leur a interdit de rester des enfants. C'est ça tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir. Moi je suis très ému de vous entendre tous les deux, toi parce que c'est le meilleur ami, toi parce que c'est le fiancé. Moi, j'ai un fils de 11 ans et j'ai l'impression d'entendre un peu ce qu'il peut dire de sa petite chérie, quoi. Et je trouve ça très beau que vous soyez là et que vous ayez gardé cette capacité à l'aimer malgré tout. toujours. Oui, mais je trouve ça très beau. Voilà. Le procès a eu lieu 2 ans et demi après la mort de vos enfants. À quelle peine a-t-il été condamné? Il a été condamné à 30 ans. Donc, et d'après mon avocat, c'était une condamnation assez forte parce qu'en général, elles étaient moins fortes pour ce genre de... Suivant les juridictions. Qu'est-ce qu'il a dit pendant le procès? Est-ce qu'il a justifié son geste? Ben non, parce que même à un moment donné, le président du tribunal a été très fâché parce qu'il l'a remis à sa place en lui disant « Écoutez, maintenant ça suffit, nous sommes dans un procès pénal et non pas dans un procès financier. » Ah oui. Est-ce que pendant le procès, vous avez pu croiser son regard? Oui et non, c'est-à-dire que je le regardais sans le regarder, quoi. Si je voyais qu'il... Et lui non plus ne regardait pas spécialement en notre direction. Donc j'essayais pas de... Voilà. Donc non. 30 ans, Marc. Est-ce que la notion de crime passionnel a une valeur juridique? Votre histoire, c'est vrai que c'est un crime passionnel dans le sens où au départ c'est le lien amoureux qui vous unissait à votre époux. Mais là, en général, les jurés sont extrêmement sévères avec ce genre d'affaires. Enfin, ils sont sévères avec les hommes qui font ça. Lorsqu'une mère tue ses enfants, 8 fois sur 10, elle est considérée comme irresponsable parce que dans l'esprit des gens, on ne peut pas, quand on est mère, supprimer ses enfants si on est en parfaite possession de ses moyens. Et pourquoi c'est différent pour un père? Eh ben, c'est une vraie question criminologique parce que effectivement on pourrait se dire que c'est la même chose. Alors est-ce que c'est l'idée qu'on a porté les enfants et qu'on ne peut pas imaginer de les supprimer? Mais souvent, en tout cas, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la question et j'ai toujours trouvé ce type de résultat, c'est-à-dire des peines relativement lourdes pour les pères qui faisaient ça, et des peines beaucoup moins sévères pour les mères. Mais il y a aussi le fait que le mobile est souvent pas du tout le même. Derrière tout ça, il y a une volonté de se dire, puisque notre couple n'existe plus, puisque je n'ai plus ces enfants, eh bien, tu ne les auras plus non plus et plus personne ne les aura. Ouais. En fait, sa volonté, c'était de vous infliger une peine à vie. Moi, je suis persuadée de Au ça. sens Oui. propre et figuré. Tout à fait, oui. Oui. Bien que lui, au moment du procès, ils ont fait croire que pour lui que c'était un geste altruiste.
Je suis désolée, c'est pas ça l'altruisme. Enfin, moi, ce mot m'a toujours révoltée, quoi, parce que non. En quoi ça peut être un geste altruiste? On a du mal. Ils disent que c'est un geste altruiste, c'est-à-dire que pour lui, ses enfants souffraient de la séparation, donc il fallait arrêter de les faire souffrir. Voilà. Je comprends mieux le verdict. Voilà. Parce que je pense que c'est un système de défense un peu... curieux quand même. Non, puis je pense aussi le fait que quand on lui a demandé de parler de ses enfants, de dire un peu ce qu'il ressentait pour eux et tout, il n'a jamais été capable de dire ce qu'il ressentait pour eux. Par contre, il vous donnait le taux de change du franc suisse qui avait eu lieu 10 ans avant ou 1 an avant, ou tellement il était omnibulé par l'argent. Donc, vous lui parliez d'argent, il vous répondait tout de suite, très froidement, très voilà. Et dès qu'on lui parlait de ses enfants, hop, il retournait la situation pour à nouveau reparler d'argent. Il est en prison jusqu'à quand? Eh bien, je ne sais pas. Parce que je pensais que, étant partie civile, je serais mise au courant quand il sortirait. Et dernièrement, j'ai appris que non. En fait, il y a 2 cas de figure possibles. Voilà, et de ce fait, vu qu'il a fait plus de la moitié du temps, il peut demander une libération. Non. Non. Non, parce que 30 ans de réclusion criminelle, c'est les 2 tiers de sûreté. C'est-à-dire qu'on a 20 ans de sûreté. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on reste en détention quoi qu'il arrive et on ne peut bénéficier d'aucune remise de peine sur ces 20 années-là. D'accord. Ensuite, oui, à partir du moment où on a effectué ces 20 ans, on peut solliciter le bénéfice d'une libération conditionnelle. S'il le faisait, vous en seriez prévenu. D'accord. Par contre, s'il purge sa peine jusqu'au bout sans réclamer de libération anticipée, vous ne serez jamais prévenu de sa remise en liberté. D'accord. Pourquoi? Parce que la loi ne le prévoit pas. Mais vous savez, la loi pénale, elle a plein de trous comme ça, de failles, qu'il faudrait un jour se mettre à combler. Est-ce que vous avez peur de ce jour-là, du jour où il sort en liberté? Non, plus maintenant. Plus maintenant. J'ai eu peur pendant très longtemps. Non, mais maintenant, j'ai trouvé une vraie sérénité. Donc, non. Tout ce que je souhaite, c'est que s'il sort, il aura fait sa peine, qu'il vive sa vie et qu'il me laisse vivre la mienne. C'est tout. De toute façon, il ne peut plus rien vous faire. Hein. Non. Non. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus peur parce que j'ai connu le pire. Oui. Je ne peux pas connaître pire. Donc, c'est pour ça que j'ai plus peur. Vous parlez de sérénité. Oui. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé à vous reconstruire. Parmi elles, une amie très chère qui est avec nous aujourd'hui, Nadine. Oui. Elle va venir nous rejoindre. Bonjour. Vous étiez amis avant le drame, déjà? Oui. On s'est rencontrés en 3e, donc ça fait plus de 40 ans. La 3e était une classe formidable. Pardon. Excusez-moi. La 3e était une classe formidable. On était tout un groupe de copains et de copines. Des souvenirs extraordinaires. Et quand on est passé au lycée, on a toutes suivi, toutes et tous, parce qu'il y avait des garçons, on suivi notre voie. Et à chaque intercours, on se retrouvait. Comment vous avez soutenu votre amie? Je l'ai soutenue d'abord quand elle est revenue à Lure en juin 95. Parce que très vite, elle m'a dit qu'elle revenait, elle m'a expliqué la situation. Donc je l'ai soutenue en la recevant chez moi, tout simplement, avec ses enfants, où c'était un vrai bonheur. Les enfants jouaient ensemble. Vous-même, vous avez 3 enfants, hein? Oui, moi j'ai 3 garçons. Qui avaient l'âge de Christophe et d'Hélène? L'aîné avait 3 ans de plus que Christophe, un qui avait 10 ans alors qu'Hélène avait 11 ans, et le petit dernier avait 7 ans. Donc ils étaient quand même... Le petit était petit, quoi. Mais ils jouaient ensemble, puis on habitait à la campagne, donc c'était la fête, hein. On s'était retrouvés, je l'aidais comme je pouvais. J'avais un jardin, alors elle repartait avec des fruits, des légumes. On allait se promener, on faisait des choses simples. Des choses de la vie, tout simple, qui ne coûtent rien. De fait de discuter, de partager, de se retrouver, tout simplement. Vous étiez où au moment du drame, quand vous avez appris? Eh bien, j'étais chez moi. On rentrait de Nouvel An. Ça, je m'en souviendrai toujours. On était rentré de Nancy, chez des amis. Et c'est sa maman qui m'a appelé au téléphone. On venait de poser les valises.
Il faisait froid chez nous, on n'avait pas de chauffage, il faisait froid. Et j'entends Daniel qui me dit, je suis Daniel, la maman de Carole. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai fait tous les numéros de téléphone de ses amis, il faut que je te prévienne, Jackie a tué les enfants. Moi, je commence ça, Jackie a tué les enfants. Oui, Hélène est morte. J'entendrai toujours. Pour moi, ça a été terrible. J'avais 3 enfants, elle n'avait plus rien. 2 vies détruites, 3, 4, 5, les parents, les grands-parents, Carole. Et après l'enterrement, c'était difficile. Difficile, et puis très vite, avec mon mari, on s'est dit, faut qu'on... C'est dur, mais il faut qu'on soit là, quoi. Il faut qu'on l'aide. C'est encore plus dur pour elle, quoi. Ah bah oui. Ah bah on n'a oui, pas le droit bien de sûr. s'effondrer. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de... Qu'est-ce que vous pensez de sa force? Elle a une force incroyable, quoi. Moi, j'admire. Elle est incroyable. Ah oui. Je l'admire parce que... Comment vivre avec cela? Comment accepter tout cela? Puis elle a le sourire. Vous avez la foi, vous êtes... Oui, puis comme Oui. je dis toujours, et puis je suis portée par l'amour de mes enfants. Pour moi, ils sont toujours là et je les aurais. Et c'est vrai que peu de temps après le drame, j'ai toujours dit, avant on était un esprit dans 3 corps et maintenant on est 3 esprits dans le même corps. Vous êtes voilà. très croyante? Vous les imaginez Disons dans un que au-delà? je suis croyante, mais sans... Comment? Je vais pas à la messe, je vais pas... Vous voyez, ces choses-là. Mais Hélène était très croyante. Autant Christophe était très cartésien qu'Hélène était très croyante. Et elle m'a dit des choses avant qui ont pris toute une signification après. Et Par exemple? Par exemple, un jour, parce qu'elle adorait, ils s'adoraient tous les deux, ils avaient 13 mois d'écart, donc ils s'adoraient. Et un jour, on était à Lure déjà, et les deux, comme tout frère qui s'adore, ils se disputaient tout le temps aussi. Et puis Hélène, elle a regardé Christophe, elle m'a regardé, puis elle m'a dit oh, « Mais maman, qu'est-ce que je vais faire de lui pendant toute l'éternité quand je l'aurai à mes côtés ?» Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Non mais attends, tu me dis quoi là ?» Oui, oui, maman, mais qu'est-ce que je vais faire quand il va être au paradis avec moi? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Et je lui dis, mais attends, on n'en est pas là encore. Et pareil, une autre fois, on regardait un film, tous les 3. Et c'était une petite fille qui perdait sa maman. Et Hélène s'est blottie contre moi. Et elle m'a dit, ah non, moi, je veux pas te perdre, maman, parce que moi, j'y arriverai pas. Et elle m'a dit, mais toi, t'inquiète pas, tu vas y arriver, maman. Et pareil, je l'ai regardé, je lui ai dit, non mais attends, tu me dis quoi là? Oui, oui, tu verras, le jour où on sera plus là, toi tu t'en sortiras. Et j'ai dit, non, non, c'est pas possible. Et comment vous l'interprétez, ça, aujourd'hui? Je sais pas, je peux pas expliquer, c'est des choses qui sont arrivées, qu'elle m'a dit. Et depuis, vous avez des signes de sa présence, par exemple? Pas que moi, beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple? Qui vous donne le sourire, manifestement. C'est que tout au début, comme j'étais pas bien, j'ai passé un mois chez mes parents. Et ma petite sœur était chargée d'aller nourrir le chat, puisque le chat, on pouvait pas le prendre. C'était le chat d'Hélène? De Christophe. Et donc ma petite sœur, qui est pas du tout, mais alors absolument pas croyante, elle est rentrée dans mon appart et elle a vu Hélène entourée d'un halo de lumière, qui sortait de sa chambre et qui allait dans la chambre d'Hélène. Mon frère s'est fait opérer, et peu de temps après le drame, et moi je me souviens avoir dit non, non, et puis il faut dire que mon frère était le parrain d'Hélène, et moi à un moment comme ça, j'ai dit ah non, non, non Hélène, il faut que tu fasses quelque chose, parce que ça suffit les drames, Eric, il faut qu'il s'en sorte. Et mon frère, en se réveillant, il a ouvert les yeux et Hélène lui tenait la main. Il a tellement eu peur qu'il a hurlé. Et quand l'infirmière est arrivée, il a dit non, non, c'est rien. Il n'a pas osé dire ce qu'il avait vu.
ça, d'autres, des amis aussi qui sont venus manger à la maison et dont le mari est sorti complètement livide, tout blanc. Et quand il est revenu, il m'a dit, écoute, j'ai vu Christophe et Hélène s'amuser sur le canapé. Et aujourd'hui, ils sont là? Non. Non, ils sont partis maintenant. Depuis que j'ai rencontré Jean-Pierre, ils sont partis. Ah bon? Parce qu'ils savent que je suis en de bonnes mains. Croyez? Ah oui, complètement. Quand est-ce que vous l'avez rencontré? Donc, 1er janvier, j'ai rencontré le 1er août 96. Donc 6 mois après leur 8 mois. Leur départ? 8 mois, oui, c'est ça, 8 mois après leur départ. Et je l'ai rencontré, justement, grâce à cette amie américaine qui m'a pris en charge, qui m'a dit Carole, faut que je vous aide à refaire votre vie sociale. Pour le reste, je peux rien pour vous, malheureusement, mais là, je peux vous aider. Vous aviez quel âge, vous? 36 ans. Toute jeune. Ouais. Donc, alors, il est avec nous, Jean-Pierre, donc on va l'accueillir tout de suite. Ça va, Jean-Pierre? Oui, très bien. Vous avez entendu tout ça? Oui, on se le dit depuis 20 ans. Donc vous vous êtes rencontrés quoi, par un site internet, c'est ça? Non, c'était au siècle dernier, c'était le Minitel. Voilà. On s'est rencontrés, on va dire, par une succession de hasards. En réalité, je ne suis jamais tombé sur la fiche de Carole. C'est son amie américaine qui trichait sur ses fiches. Et moi, elle trichait sur ses fiches? Elle n'annonçait pas l'âge qu'elle avait, etc. Donc, et moi, je me suis retrouvé, en fin de compte, en lien. À l'époque, je ne sais pas comment ça fonctionnait, alors peu importe. Et donc, je me suis retrouvé donc, avec Candace. Et puis, moi, en tant que, on va dire, profession, on me demandait donc la profession, et moi, j'avais mis autodidacte. Pour moi, lorsque je recherche une relation amoureuse, sentimentale, je ne cherchais pas une situation matrimoniale. Moi, je n'allais pas mettre ma profession. Et Candace a cru que c'était aristocrate, en fait, parce que c'était une américaine. Elle n'avait pas compris le sens. Ah, sinon elle ne vous aurait pas contacté? Non. Non. Complètement non. Moi, j'étais un petit travailleur pour elle, alors que c'est une grande banquière. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ceci dit, c'est là qu'elle a dit, Carole. Vous habitiez loin l'un de l'autre? On habitait, oui, on va dire, Lure, Besançon. Ça représente aujourd'hui, on va dire, 1h20 de route. Et donc, elle a dit, Carole, ça, c'est quelqu'un pour vous. Voilà. Et donc, vous êtes rencontrés? Oui. Il y a eu quoi, un coup de foudre? Oui. C'est-à-dire, c'est pareil, une rencontre bizarre. Moi, quand je quitte Besançon, je quitte le bureau. J'ai comme repère depuis 4-5 jours, elle m'a donné un repère, c'est-à-dire qu'elle avait une BX break verte, immatriculée 01, qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc moi, je file, je quitte le bureau, un peu avec la tête un peu encore dans le boulot, etc. Et je pars, et puis à l'entrée à la sortie, la rentrée des deux voies qui allaient sur Vesoul. À la rentrée ou à la sortie? À la sortie. On s'en arrive, bon, ça c'est compliqué. Je vois une gamine sur le bord de la route. Moi, je ne prends jamais Kidam au bord de la route. Je la prends, c'est une gamine, elle devait avoir à peine 15 ans. Des grands cheveux blonds, etc. Je la prends. Et à partir du moment que j'ai monté la gamine dans la voiture, plaque, des flashs me reviennent tout droit. Comme je faisais la revue de presse, entre autres, de travers mes missions pour cet employeur, tous les articles de presse me reviennent d'un seul bloc. Mais les actes de quoi? Les articles de presse qui étaient parus au moment du drame. Du drame. Et tout d'un coup, break 01. Donc break, ça voulait dire qu'il y avait des enfants. Et 01, c'est ça. Donc tout, je dis... Ah oui, vous avez tout de suite fait le lien? Tout de suite, j'ai fait le lien. Incroyable. Et arrivé à Vesoul, Mais c'était qui cette jeune fille? Ça n'avait rien à voir. Je ne sais pas. Elle m'a demandé de la redéposer à 500 mètres de la gare. C'était bon. Voilà. Ça existait, c'est comme ça. Donc j'arrive, je vois la BX au loin. Donc il y avait pas mal de difficultés pour se garer. Donc on arrive à se garer, puis on fait connaissance. Donc le temps de se mettre en place, etc. Je regarde Carole, c'était quand même quelqu'un de lumineux, qui était ravissante. Je dirais tout en elle était vivant. Voilà, elle avait le visage peut-être un peu, comment dire, un visage blanc, mais tout était vraiment merveilleux chez elle. Et puis en plus, je me dis, bon là, tu t'es fait un gros cinéma, quoi, c'est pas possible.
Et donc, au moment où elle m'a donc elle a décidé de se découvrir, elle m'a raconté son histoire. Plac. Et là, c'est là que j'ai compris que je ne m'étais pas du tout fait un cinéma, c'était la réalité. Et alors, ça ne vous a pas fait fuir? Non. On est tombé amoureux, je crois que le mot est juste. Et on a décidé, bon, je savais pertinemment que ça allait bousculer mes habitudes. Bon, je vivais célibataire. À côté de ça, j'avais un festival de musique. Je m'occupais d'un festival de musique. Je m'occupais d'une association de consommateurs. J'avais mon travail. Donc, et des enfants? J'ai des enfants, de grandes filles qui ont aujourd'hui 37 ans. Aujourd'hui, on a 6 petits-enfants. Donc voilà, à l'époque, je menais une vie, j'aimais ma vie, j'étais bien. Et vous avez bien voulu bouleverser vos habitudes. Et vous ne le regrettez pas? Non, aujourd'hui, je n'ai jamais regretté. Puis il n'y a pas une histoire de regret. Après, il y a eu beaucoup de choses à construire. Les 5 premières années de notre relation, on va dire que c'est plus les événements qui ont commandé notre existence. Il faut être réaliste. Mais voilà, bon, il y a des choses, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça. Alors, il y a un an, Carole, vous avez écrit un livre qui s'intitule À bout touchant. C'était important pour vous d'écrire cette histoire? Oui, oui. Ça a été vraiment... le dernier acte de reconstruction, peut-être? Oui, complètement. Et puis en plus, à travers ce livre, j'ai toujours aussi cette impression que Christophe et Hélène sont là. Et grâce au livre aussi, parce que c'est sûr que les grandes trames de l'histoire, je les oublierai jamais. Mais j'avais peur d'oublier ces petits détails de vie qui font la vie, mais qu'on oublie. Et j'avais pas envie de les oublier. Et grâce au livre, ça m'a permis de... Alors, Béatrice est libraire et elle vous a contacté à la sortie de ce livre. Elle est avec nous dans le public et elle va venir nous rejoindre. Ça va? Béatrice, c'est vous qui avez contacté Carole pour lui demander de venir faire une dédicace dans votre librairie? Tout à fait. Pourquoi vous avez été si touchée par son histoire? Donc déjà, moi, il faut savoir que j'étais dans le même collège qu'Hélène et Christophe. J'avais l'âge d'Hélène. Vous les connaissiez bien? Non, pas du tout. On se croisait dans les couloirs comme des enfants se croisent dans un collège, mais je les connaissais pas du tout personnellement. Mais j'ai quand même vécu le drame comme tous les enfants à la rentrée de janvier, après les vacances de Noël. Et ça nous atteint. Même si on est petit, même si on ne comprend pas, ça reste là quand même. Et donc, quand j'ai appris que Carole venait d'écrire son livre, donc je l'ai lu et je l'ai contactée tout de suite après. C'est vrai qu'on avait de l'appréhension parce qu'on se dit, est-ce qu'elle va vouloir revenir à Lure, là où elle a vécu quand même des moments très difficiles. Donc ça a été délicat aussi pour nous de réussir à lui envoyer ce mail. Mais elle a été Carole. Il n'y a pas d'autre mot. Depuis quel lien vous unit toutes les deux? C'est un lien qui ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Avec Carole, on s'est vus 3 fois. Donc la journée, quand elle est venue en dédicace à la librairie, ça a été un moment très fort. On s'est découvertes, on s'est rencontrés. Et il y a un lien qui est là, mais qu'on ne peut pas expliquer. Quel sentiment vous anime à l'égard de votre ex-mari aujourd'hui? Donc je n'ai jamais éprouvé de haine, j'en n'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. Parce que pour moi, et Christophe et Hélène en sont la preuve, la haine détruit tout. Donc je ne veux pas ressentir ce sentiment-là, mais je ne pardonne pas non plus. Et c'est une totale indifférence. Complètement. Mais je ne pourrai jamais pardonner, c'est pas possible. On va dédier cette émission à vos enfants, oui. À Christophe et Hélène. Pourquoi vous avez accepté de vous connecter sur le chat de Toute une histoire cet après-midi pour prolonger cette conversation? Pour quelle raison vous avez accepté? J'ai accepté parce que je me dis que si certains parents sont justement dans un message d'espoir, que même si aujourd'hui vous êtes au fond du trou, qu'il n'y a que le noir qui est à l'horizon, dites-vous bien que derrière tous ces nuages, il y a toujours le soleil qui brille et qu'un jour il reviendra. Marc, j'ai rarement été confronté à autant de force. C'est impressionnant et tant mieux pour vous. Je me réjouis tellement de vous voir comme ça. Parce que j'ai déjà croisé des gens qui avaient un peu vécu la même chose, qui n'étaient pas du tout dans cet état-là.
Je suis tellement heureux que vous ayez pu passer outre et je pense que Christophe et Hélène peuvent être fiers de vous. Bah, c'est gentil, merci. Merci pour votre témoignage. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end en version féminin. Et puis dans quelques minutes pour un numéro spécial de l'Histoire continue. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-moi qui je suis. Dans quelques minutes, nous retrouverons Ursula, cette jeune comédienne pétillante qui incarnait la princesse sans bras, un personnage inspiré de sa propre vie. J'ai eu besoin, c'est sûr, d'exorciser des émotions que j'ai pu traverser. J'ai sublimé tout ce que j'ai pu vivre. J'avais besoin de ça pour retrouver un nouveau souffle de vie, on va dire. Il y a quelques mois, malgré sa force de caractère apparente, Ursula a connu un passage à vide. Je ne faisais plus rien, vraiment. Voilà, plus d'intérêt pour tout, je me trouvais inutile, grosse perte de confiance en moi. Mais une fois de plus, elle a réussi à reprendre le dessus. Aujourd'hui, la différence, c'est que je sais que je suis handicapée, j'ai un handicap. Maintenant, je fais avec. Et dans l'histoire continue, c'est encore une belle leçon d'optimisme que cette jeune femme nous donnera dans un instant. Je voyais pas comment mon fils pouvait se marier avec ma fille. Bientôt, au programme de Toute une histoire... Tout a démarré d'un pari. C'est le petit voisin d'à côté qui a dit à Jean-Philippe « T'es pas chiche d'embrasser ta sœur ». Mais il a fait. Je suis tombée amoureuse d'un prêtre. Comment vous présentait-il? Comme la bonne du curé. Nos invités n'auraient jamais dû tomber amoureux. Je lui ai dit Jean-Philippe et moi avons une grande nouvelle à vous annoncer. Et puis c'est là qu'elle me dit « Maman, on prévoit de se marier ensemble ». Je l'ai vu blêmir et puis s'asseoir parce que l'émotion était trop forte. Il avait peur d'être reconnu. Alors on ne pouvait pas se tenir par la main, pas de regard. Vous ne dormez jamais chez vous? Vous rigolez? Bien sûr que si. Votre silence a entretenu aussi ce côté transgressif. Ça devient plus difficile de garder le secret que de le révéler. Alors, l'amour doit-il s'affranchir de la morale? Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et ça fait 40 ans que ça dure. Même un amour difficile, c'est vivable. Et on peut être heureux quand même si c'est un amour interdit.